Bonjour Lucas Tati Azim. J'ai réussi à le dire. Alice, déjà, réussir à prononcer mon nom, c'est pratiquement un succès unique. Ah mais je suis forte, hein, je suis très forte. Ah oui, oui, je connais beaucoup de monde qui n'arrive pas à prononcer mon nom, y compris moi, quoi. Voilà. Mais en fait, j'ai beaucoup répété avant, c'est pour ça. Moi aussi, j'ai répété pour prononcer mon nom, j'y arrive toujours pas. Voilà. Félicitations déjà pour ça. Alors, je vais te présenter en quelques mots. Alors, déjà, les titres de tes romans, tu as écrit ben, un roman, celui dont on va parler particulièrement, le dernier, qui s'appelle Élise. Mais tu as écrit aussi juste avant un roman qui s'appelle Versus et qui a gagné le prix des plumes francophones. Tu vas nous raconter ça tout à l'heure. Et avant, il y avait une série de romans, le roman inachevé, Chaos, L'ombre, et puis deux romans avec des titres plus rigolos, Bagatelle et la chamade des cœurs perdus. On se demande qu'est-ce que Oui. c'est, je ne l'ai pas lu, donc je me dis c'est de la romance ou c'est qu'est-ce que c'est érotique, bagatelle, je sais pas, bon. Et l'autre qui est plus marrant encore, l'alcool n'est pas un remède, c'est une solution. Je suis assez Ouais. d'accord avec je suis tout à fait d'accord avec ça. Bon, alors donc je pense que tout le monde a entendu parler de toi, en tout cas parmi les gens qui vont regarder. J'espère. Ouais. Ben oui, mais non, mais grâce au prix quand même que tu as reçu. Et ce roman Versus, c'est un roman très particulier, très sombre, hein, Oui. mais avec pas mal d'humour quand même aussi. Et tu te mets dans la peau d'un serial killer, vraiment très très frappé, on peut dire, il est vraiment très spécial. Et ce serial killer, il est vexé parce il est susceptible et quelqu'un lui a volé la vedette puisque quelqu'un tue comme lui. Et voilà, et il va falloir qu'il fasse l'enquête à la place de ces flics qui sont tellement bêtes qu'ils confondent les deux tueurs. Et il va falloir qu'il arrive à prouver. Alors à un moment donné, on se dit, mais est-ce qu'il n'est pas en train de faire l'enquête sur lui-même? Est-ce qu'il aurait... Bon, tu nous diriges un petit peu sur une voie comme ça à un moment. J'ai bien aimé. Enfin, il y a pas mal de voies qui sont explorées. Et bon, ben voilà, je ne spoilerai pas plus, hein, mais voilà, bon, Alors ton effectivement, écriture... Versus, c'est un roman. Dans tous mes romans, j'ai souvent exploré un peu la quête d'identité. Tu vois, je me suis toujours intéressé, sur l'ombre ou le roman inachevé, c'était un petit peu sur le même Ah, d'accord. créneau. J'ai toujours exploré un peu cette voie-là avec un personnage qui se recherche lui-même finalement. Ah, Et mais dans c'est Versus, très c'est un clair. peu ça aussi. Hein, C'est très voilà. clair Et puisque lui-même, en faisant l'enquête, lui-même, on sent qu'à un moment donné, il doute, quoi. Il doute et il se dit, mais c'est peut-être moi qui l'ai fait, finalement, quoi. Est-ce que je il y a vais une quête. découvrir ça? Voilà. Donc après, ce qui est intéressant, c'est le chemin qu'il va parcourir pour justement découvrir la vérité. Et effectivement, il est confronté aussi, comme dans tous mes romans, le personnage est toujours confronté à lui-même finalement, à tous ses torts, à toutes ses petites manies, on va dire, parce que là, ces petites manies, c'est comme de tuer des gens. Oui. Je vais dire. Donc voilà, ouais, effectivement, c'est souvent ce qui m'intéresse le plus, c'est d'avoir un personnage qui est un peu perdu, qui a une véritable quête d'identité, qui cherche du coup à se comprendre. Et puis voilà, dans Versus, j'ai pris un tournant un peu différent de ceux que je prenais au préalable, puisque on est plus dans un polar que dans un thriller pur. Euh, mais j'avais un personnage qui me plaisait bien, ouais. Bon, bien sûr, c'est inspiré de faits réels, hein, puisque je suis moi-même un peu commercial et je suis moi-même tueur en série. Même si je suis rentré un peu dans le rang. Attends, stop, là, tu devances toutes mes questions, là. Alors, je voudrais quand même dire que moi, ce que j'aime beaucoup dans ton écriture, enfin, bon, donc j'ai lu ces deux romans, j'aime vraiment par-dessus tout, c'est qu'on sent une espèce un élan, une générosité dans l'écriture, un enthousiasme d'écrire, un plaisir d'écrire, et ça, j'aime beaucoup. Mais en te lisant, je me suis dit, mais finalement, est-ce que ce serait pas ça qui fait le succès des auto-édités par rapport aux autres écrivains? Parce que bon, il y a tout un pan de la population qui ignore ce phénomène des auto-édités. Mais on le sait bien, on est bien placés tous les deux pour savoir qu'il y a des lecteurs qui adorent les auto-édités, qui ont découvert ça. Et après une phase d'un peu de mépris au départ, ben finalement, ils aiment vraiment, ils apprécient. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui passe de l'inconscient de ces auteurs à l'inconscient de ces lecteurs et que ces lecteurs ne sentent pas
ce plaisir brut qu'ont les auto-édités à écrire, quoi. Voilà, peut-être parce que le manque de légitimité d'un côté est largement compensé par cet enthousiasme. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, ce que je pense, c'est que l'auto-édition, justement, ça permet d'enlever des filtres. Si tu vas dans l'édition classique, d'ailleurs, tu es une des auto-édités les mieux placées pour parler d'édition classique. Tu vas dans l'édition classique, il y a pour un éditeur des coûts fixes, des coûts de fabrication, des coûts de transport, de livraison, des coûts de stockage, des coûts de retour. Donc, un éditeur, il ne peut pas se permettre de lancer un roman sur lequel il n'a pas certaines certitudes. Donc, je suis aujourd'hui éditeur, je reçois un roman qui est atypique, soit par son contenu, soit par son écriture. Et je vais peut-être l'aimer, mais je ne vais pas forcément oser le lancer, parce que je vais me dire, ce bouquin-là, il va plaire qu'à une certaine frange de la population, il ne va peut-être pas rencontrer le succès. Or, moi, je fais du commerce, je suis éditeur, je dois être rentable. Donc, même s'il y a un style, même s'il y a quelque chose, il y a peut-être trop de style justement pour que ça plaise. Je ne vais pas me lancer dessus. Les auto-édités aujourd'hui, il n'y a pas de coût de fabrication d'un roman. Ça prend du temps, ça prend beaucoup de, on va dire, de sueur. Oui. Mais après, il n'y a pas de réalité financière derrière. Donc, on peut aujourd'hui nous proposer des romans un peu bruts, sans filtre, sans les obligations que doivent avoir les éditeurs classiques. Par exemple, moi, j'ai un maître dans l'écriture, c'est James Ellroy. Tu as déjà lu James Ellroy ? Oui. Il a une écriture qui est complètement barrée. Cet auteur, s'il veut répéter dans un chapitre 50 fois une phrase qui commence par je fais, il va le faire, c'est tout. Il écrit comme ça. Il écrit plus avec ses tripes qu'avec sa tête, d'ailleurs, ou avec ses doigts. Et le problème, c'est que je pense que des auteurs comme ça, il y en a beaucoup, mais il y en a 1 sur 1000 qui va être édité. Parce qu'un style pareil, un éditeur le reçoit, il va se dire, c'est trop bizarre. Oui. Aujourd'hui, on peut se permettre de faire ce qu'on veut. Et moi, dans mes romans, je ne mets pas trop de barrières, pas trop de freins. J'écris un peu comme ça vient. J'ai pas peur des répétitions. J'ai pas peur de répéter des pronoms à dire l'argot si je le sens que c'est important pour mon style. Après, ça va plaire ou ça va pas plaire. Mais en tout cas, moi, ce que je vais produire, ça sera quelque chose d'un peu viscéral, avec une écriture je suis un peu en transe des fois quand j'écris, ça vient, j'ai pas forcément de brouillon, j'ai pas forcément préparé grand chose, ça sort, Attends, stop, je t'arrête, tu parles trop. Tu dévies. Parce que ça, je vais y venir aussi. Alors donc, finalement, pour revenir à la question initiale, moi, ce que j'appelle enthousiasme, passion, on va dire, qu'on sent chez les auto-édités, toi, c'est ce que tu appelles la liberté d'écrire, quoi, en fait, finalement. Tu trouves que, voilà, les auto-édités, et c'est vrai qu'on a une grande liberté et que c'est assez jubilatoire. Hein, Bon, on va passer au propre du roman. Oui. Digression, oui. Pour ramener, oui. Oui. Et que tu sois autoritaire, directive. Oui, c'est ce que je fais. T'inquiète pas, je suis comme toi. Moi, quand on me pose une question, après, je dévie 40 millions de fois. Donc, j'aime bien qu'on me recadre. Et là, malheureusement, on n'a qu'une demi-heure. Alors, sur YouTube, c'est énorme, une demi-heure. Mais en réalité, quand on est avec un auteur qui en aime parler de littérature, bon, on pourrait le faire pendant 2-3 heures sans voir le temps passer. Donc, je suis obligée, pour rester dans le format de te... Une demi-heure. Pardon ? Qu'est-ce que tu as dit ? Oui, on peut le faire en série aussi, en sérial. Alors donc, je rappelle juste qu'on parle pas de marketing dans cet entretien, comme d'habitude. On va juste essayer de trouver tes petites manies, tes petits secrets, d'en savoir un peu plus sur toi. Et on va parler plus particulièrement d'Élise. Alors, Élise, c'est un roman quand même très particulier, beaucoup plus noir. Alors là, forcément, la quête d'identité, maintenant je pense à ce que tu viens de dire, la quête d'identité, elle y est, parce que cette petite Élise, elle se demande bien qui elle est, quoi. Voilà. Est-ce que ce père, c'est vraiment son père? Parce que c'est quand même un monstre. Bon, j'en dis pas grand-chose, je dis des choses qu'on découvre dès les toutes premières pages. Bon, voilà. C'est un roman qui est difficile, je pense, pour les âmes un peu sensibles à lire. Alors, je ne sais pas comment tu l'as écrit toi, mais en tout cas, il en ressort que si tu voulais garder un ton on va dire parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du jeu, comme dans Versus aussi, dans Élise, c'est-à-dire un parti pris de départ.
tu vas nous dire tout à l'heure, et qui finalement aurait pu être juste un espèce d'exercice. Mais alors, comme tu écris comme ça très librement, eh bien, il y a des choses qui sont brutes de décoffrage qui sortent, et puis ça touche à un sujet tellement sensible et terrible, et qui existe malheureusement dans la vraie vie. Et au moment même où on parle, peut-être des petites filles sont en train de le vivre. En tout cas, moi, j'y ai pensé, si tu veux, en le lisant, que forcément, ça peut heurter. Voilà. Donc, je voulais le dire. Et moi-même, j'ai eu froid dans le dos souvent parce que, ben voilà, l'empathie fonctionne très très bien l'identification fonctionne très bien dans le bouquin. L'humour noir, par elle est dure à trouver parce que je sais, je te connais, donc j'ai senti des petits moments, mais bon, quand même, si on ne te connaît pas, je ne pense pas qu'on le sent. Et c'est quand même très dur. Et ça touche aussi à la folie. Hein. Et il y a 3 personnages très très forts qui sont donc la petite fille, le père, le monstre, et un personnage très énigmatique. Qui est cette femme-là, qui est l'intermédiaire entre le monstre et la petite fille, et l'idée très forte du... Ah, il y a un enfant séquestré qui fait entendre sa voix à côté de toi. C'est ça, c'est inspiré de faits réels, mon roman. Hein. Je disais que voilà, un petit garçon qui est martyrisé et qui n'a pas lu mon roman. Est-ce que tu as réussi à lui régler son dessin animé? Oui. Bon. Je lui ai mis un film d'horreur, bien sûr. Tu connais. Donc l'idée forte d'en parler. Donc, avant de parler de ce truc, non, allez, on va parler directement d'Élise. Vas-y, un pitch d'abord. Alors, c'est très simple. Le pitch, Élise, c'est un roman donc, qui parle d'une petite fille qui est coincée entre 4 murs, qui est donc, on comprend dès le début, hein, qui est donc séquestrée, qui a toujours été séquestrée. Et comme tous les prisonniers, elle va chercher une porte de sortie. Et sa porte de sortie, ça va être justement la lecture. Elle va découvrir la lecture grâce à des romans qu'un des personnages va lui confier. Elle va apprendre à lire et elle va faire son éducation littéraire toute seule. Et ça va lui donner des perspectives beaucoup plus grandes. Ce roman, c'est un peu bizarre parce que c'est le 6e que je publie sous ce pseudonyme. Et c'est finalement, à part Bagatelle, qui est un peu à part, mon plus positif. Alors c'est un paradoxe parce que ça reste un roman sombre. Sauf que je ne peux pas trop rentrer dans le détail puisqu'après je vais révéler des éléments d'intrigue. Mais c'est le plus optimiste. Oui. Que j'ai écrit. Oui, je suis d'accord. Chaos, L'ombre ou Le roman inachevé, c'est des romans qui sont vraiment très sombres, où on sent que ça ne peut pas finir correctement de toute façon l'histoire. Là, Élise, je ne dis pas comment ça finit, bien sûr, mais on sent quand même qu'il y a un personnage qui a beaucoup de courage. Voilà. Tous les personnages ont toujours du courage. Oui. Donc c'est à la fois un roman qui est très très dur aussi, parce que c'est un thème, même si j'ai fait mon maximum pour ne pas en rajouter, un enfant séquestré, ce n'est pas un thème... c'est clair. Donc j'ai fait mon maximum, moi, pour pas mettre de violence gratuite, pour pas en rajouter. Le thème, à la base, déjà un thème très sensible. Néanmoins, cette fillette, elle a tellement la rage que j'espère que ça se lit un peu, que ça se voit dans certaines pages. Ça donne une petite bouffée d'optimisme quand même. Oui, voilà. Oui. C'est assez atypique. L'écriture était assez plaisante là-dessus parce que je pouvais traiter un sujet... on est dans les ténèbres, hein, les plus noires, et pourtant, il y a quelques lueurs d'espoir qui percent au travers de toute cette noirceur. Voilà. Oui. C'est assez simple. Moi, j'ai bien aimé l'écrire, en tout cas. Oui, non, mais ça se sent tout à fait. Ben, ça se sent à travers le personnage et à travers cette voie de sortie, effectivement, que tu as choisie, qui est cette croyance, cette foi envers la littérature. Quoi. Voilà, on sent que c'est la tienne aussi. Donc, ça passe comme ça. Est-ce que tu as eu une source d'inspiration littéraire particulière pour écrire ce livre ? Alors, pour Élise, oui, il y a une affaire qui est très connue. Ce n'est pas un roman, c'est une affaire, un fait divers. C'est la séquestrée de Poitiers. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette histoire. Ça se passe, je crois, au début du XXe siècle. Ah oui. À Poitiers, une dame qui s'appelle Blanche Monnier, une jeune fille, est découverte et on s'aperçoit que pendant, je ne dis plus de bêtises, je ne sais pas, c'est pas 24 ans, ou même peut-être plus que ça, elle est restée enfermée dans une chambre par sa mère, dans des conditions atroces. Et à l'époque, ça a défrayé la chronique. Hein, on en parle encore aujourd'hui, d'ailleurs. Et donc, c'était ce thème-là. J'avais lu un reportage à ce sujet qui m'avait intrigué. Et je m'étais dit que j'aimerais bien traiter
le thème de la séquestration, mais à ma sauce, quoi. Voilà, oui, avec oui, oui, oui. une petite touche. Là, en l'occurrence, ce sont les livres qui sont lus par. Oui, oui. Non, donc c'est pas une source d'inspiration littéraire, c'est vraiment c'est un fait divers, mais je crois il y a quelque chose de littéraire là-dedans parce qu'il me semble qu'un grand écrivain en a parlé de cette. Je me demande si c'est pas Gide. André Gide. Oui, c'est ça. Oui, oui. On a fait des chroniques en 1900, je ne sais plus en quelle année. Oui, début du 20e. Oui, oui. Donc l'idée est venue de là. Donc, ok. Alors pourquoi as-tu choisi une petite fille? Bon, bah tu vois, la secrétaire de Poitiers, c'était une femme déjà. Voilà, pourquoi avoir choisi une petite fille et comment tu as fait pour te mettre à sa place? Est-ce que tu as des points communs avec elle? Alors, j'ai peut-être des points communs. Après, comme tu écris aussi, c'est souvent que c'est très subliminal tout ça. On a des choses dans la tête, on s'en rend pas forcément compte. Et c'est parfois après des lecteurs ou des gens qui nous connaissent qui nous font remarquer d'où elle vient, Élise. Je sais pas d'où elle vient. Je sais que j'ai toujours voulu écrire avec des enfants comme personnages principaux. Quand j'étais ado, je lisais les Stephen King, ça, ou je sais plus comment ça s'appelle, un corps, il y a une nouvelle qui avait écrit un corps perdu, un truc comme ça, où ce sont souvent des bandes de gamins qui sont les personnages principaux de ces romans. Et je voulais écrire un roman, celui que je suis en train d'écrire d'ailleurs se passe également avec des personnages qui sont des enfants. Et donc voilà, je pense que tout ça, mis bout à bout, ça s'est imbriqué de cette manière. Il me fallait une séquestrée. J'ai pensé qu'une petite fille, ça se passerait bien. En plus, le roman se déroule sur plus d'une décennie, donc ça permettait de voir son évolution. Voilà. Après, comment je me suis mis à sa place, je sais pas. Je pense que c'est venu un peu de manière naturelle, de mes lectures principalement, puisque je regarde pas la télévision, mais je lis beaucoup. Oui. Oui, et je pense que tous les passages où Élise parle de littérature, bon, là, c'est toi, c'est clair. Donc c'est vite vu de voir à les points communs avec Élise, c'est son amour de la littérature et son. Oui. Alors, on a le monstre, bien sûr, mais on a aussi. Le monstre, attention, je dis toujours le monstre. On n'est pas levé dans le roman. Mais, non, dans ton bouquin, par moment, tu fais parler de ce monstre et il est très humain. Quand tu dis il faut, j'aime beaucoup parce que tu dis on doit, il faut. En fait, ce sont tes règles. Finalement, c'est tellement facile de l'enfermer dans l'image du monstre qu'à partir du moment où un écrivain tout d'un coup se met à sa place, j'aime bien, par exemple, il y a un roman ça devient très gênant, ça met mal à l'aise. Non, on n'a pas envie, quoi, on n'a pas envie. Et là, il y a des passages très très forts dans ton roman où on est à la place à sa place. Bon alors, sa propre sensibilité. Je me rassure moi-même, ça n'a pas marché du tout. Et moi, j'aime bien ça aussi. Je n'aime pas donner mon en main. Voilà, il y a des lecteurs qui sont. Le but de la littérature, c'est de faire rêver, faire voyager, trouver un peu les personnages. Ça l'a fait quand même un petit peu. C'est intéressant quand même. Moi, mais cette femme-là, parle-nous de cette femme. Sur un chemin. Et puis après, laisser aussi le lecteur se faire son propre parcours. Oui, mais je trouve ça très bien et j'avoue que moi, moi je suis à l'inverse, mais c'est parce que c'est mon fond naturel. Hein. Moi c'est mon côté Rosie Maldon, si tu veux. Il faut que j'explique tout, que je trouve la solution, voilà. Et ça c'est mon caractère. Par exemple, quand j'étais petite, si tu veux, si on jouait, qu'on était dans le désert, il fallait que tout de suite je trouve le puits où on allait avoir de l'eau, sinon je pouvais pas tenir. Mais ça gâchait tout le jeu, quoi. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et donc je suis bien d'accord avec toi. Il faut laisser des zones d'ombre, des zones. Bon, voilà. Mais moi, j'explique toujours tout avant. Souvent, dans mes relectures, j'enlève parce que mais je peux pas m'empêcher à la fin, il faut que j'explique, quoi. Après, ça dépend du genre dans lequel tu exerces. Par exemple, moi, si je suis dans le désert, je vais trouver de l'eau, mais je ne vais pas dire où je l'ai trouvé. Voilà, c'est ça qui est plus intéressant. C'est au lecteur de deviner si je l'ai puisé dans un puits, tout simplement, ou s'il y a un Touareg qui est venu me tendre une outre remplie d'eau. Voilà, oui. Comme ça. Mais je donne quand même pas mal de clés, comme dans Élise. C'est à la fois sur le plan chronologique et sur tous les éléments, c'est quand même plutôt linéaire. J'ai des romans comme L'Ombre, qui est beaucoup plus barré. Il faut vraiment avoir une capacité d'interprétation très forte pour en tirer ses propres conclusions. Oui. J'ai reçu à la suite de ce roman des dizaines de mails, de courriels,
de lecteurs qui me demandaient si eux, ce qu'ils avaient envisagé était la bonne fin. Oui. Moi, je dis, il y a pas de fin, c'est à vous de la trouver, la fin. Non, mais c'est justement ce que j'allais dire. Quand on est en face à un film comme ça, par exemple, ou un roman comme ça, on a envie vraiment de demander à l'écrivain, quoi. Voilà. Et ça me rappelle je sais plus quel film de Woody Allen où il y a dans une file d'attente de film, il y a deux spectateurs qui s'engueulent sur un truc et heureusement le réalisateur est là et il dit c'est lui qui a raison. Mais on a envie de savoir. On a envie de savoir parce que malgré tout, on ne s'arroge pas le droit de voilà, on interprète, mais on se dit, et lui, qu'est-ce qu'il a voulu dire, quoi, finalement. Alors, comment est-ce que tu as commencé un petit peu tout à l'heure à nous en parler, donc comment tu organises ta façon d'écrire? Alors, moi, c'est très, très naturel, en fait. Hein. Si je te montre mon cahier de notes, je vais le faire d'ailleurs, regarde. Ça, parce que je trouve que juste avant qu'on entre en contact, là, tout à l'heure, j'étais en train d'écrire un petit peu. Ça, de là à là, ce sont les notes que j'ai prises pour mon roman. J'ai déjà écrit pour l'instant 60 000 mots à peu près. Tout est là. Voilà. En gros, il y a le titre, une petite frise chronologique avec 3-4 dates, et puis 2-3 mots que j'ai marqués pour le principe, pour faire semblant de gratouiller sur un papier. Moi, j'ai ça dans la tête. J'ai des personnages, j'ai une situation de base, je commence à écrire. Et puis après, je sais pas, c'est eux qui font le boulot. Moi, là-dedans, ça ne suit pas forcément. Ça vient un peu comme ça, quoi. Voilà. Souvent, d'ailleurs, c'est pas moi qui vais décider comment ça va se passer. Ce sont les personnages. Ça m'est arrivé d'en écrire un roman. Par exemple, dans le roman Inachevé, j'avais prévu de les tuer très vite, mes personnages. Puis ils n'ont pas voulu. C'est eux qui ont tenu jusqu'au bout. Et puis j'ai pas pu faire ce que je voulais, quoi. Voilà. Donc c'est pas moi qui écris. Hein. Ce sont les personnages. Ce sont les personnages. D'où l'importance au départ, bien créer ce personnage, quoi, voilà. Oui. Ouais. Même s'ils ont tendance à s'affiner par eux-mêmes, oui. Malgré moi, même quand je suis pas d'accord. Donc, j'ai beaucoup de problèmes avec mes personnages. Hein. On n'est pas toujours en... Oui, mais c'est parce qu'au départ, ils existent bien. Au départ, ils existent bien. Ils existent trop, même. Moi, j'aimerais qu'ils existent sans nom. Mes désirs, et puis voilà, ils sont un peu trop indépendants, je trouve. Oui. Moi, j'ai la même chose avec mes personnages, mais bon, ça va, c'est bien. C'est plutôt une bonne maladie, ça, quand on écrit, hein, d'avoir un personnage qui te possède, qui t'envahit et qui écrit à ta place, finalement. C'est cool. Et voilà. Donc, moi, ça ne sert à rien de faire un plan, parce que si je fais un plan en 10 pages, il y aura que les 2 premières lignes qui vont être notables, et puis après, ça va partir un peu dans tous les sens, sauf le sens que moi, j'aurais choisi. Donc je gagne du temps, hein. Voilà, je leur donne juste de vie et puis ils prennent leur propre décision personnelle. Alors moi j'ai évolué au fil du temps, hein, parce que c'est vrai qu'au début je faisais comme toi et que maintenant je pense que c'est parce que j'ai de moins en moins de mémoire et donc j'ai besoin de plus d'écrire à l'avance parce que sinon je me souviens plus de rien. Enfin voilà, ça part vraiment n'importe comment, mais bon. Et ton écriture alors, comment est-ce que si tu te lisais, tu dirais cet écrivain il a quel style d'écriture? Alors, c'est dur, hein, parce que je suis plutôt d'un naturel pudique, donc réagir comme ça, je ne sais pas. Je dirais que j'ai une écriture... je dirais que j'ai une écriture qui est je ne sais pas si viscérale, c'est le mot qui pourrait correspondre, mais c'est vrai que souvent quand j'écris, j'ai des sortes de petits moments un peu moi j'appelle ça des moments de fièvre créatrice où ça vient tout seul, ça va tellement vite que j'ai même du mal à suivre. Et c'est souvent là qu'on est le meilleur d'ailleurs. C'est pas forcément quand on s'est dit tiens là je suis calme, il n'y a pas les enfants ou un bruit qui va venir me déranger, j'ai du temps devant moi, j'ai pas de rendez-vous après. Je vais être dans les meilleures conditions et ça vient pas forcément. Et puis il y a des moments où tu vas te mettre à écrire et ça va venir tout seul. Et donc dans ces moments-là, je pense que j'aime bien ces passages, moi, en tant que... j'aime bien les écrire. Quand je me relis, j'aime bien les relire aussi. J'ai l'impression que c'est assez... ça t'a échappé. C'est comme si ça t'échappait, en fait, un petit peu. Oui, d'ailleurs, ça ne nous appartient pas forcément, ces moments-là, puisqu'on ne les contrôle pas. Maintenant, est-ce que... tu sais très très bien, toi, d'ailleurs, que quand on est auteur et qu'on lit ses propres mots, on ne va pas avoir... le jugement totalement libre. Donc j'ai du mal à juger ce que j'ai écrit. Voilà, quand je suis auteur, mais pas lecteur de mes propres romans, parce que je n'ai pas de recul par rapport à ça. Non, mais cette fièvre dont tu parles, c'est peut-être ce que j'ai senti en te lisant, c'est ce que j'ai appelé l'enthousiasme. C'est peut-être ça. Oui, ça se sent comme des échappées comme ça, et on sent qu'effectivement il y a une ferveur dans l'écriture. Oui.
Oui, ça se sent. Alors, à chaque fois que j'ai un entretien, je passe à la lecture, et ça, vraiment, c'est bon. Choisis cet extrait. Alors, solitude. Bon, tu vas me dire, mon lecteur, que j'y suis habitué à la solitude. C'est vrai. Et j'ai un remède pour lutter contre l'absence d'amitié et d'amour, les livres. Les livres soignent tout, la solitude donc, mais aussi la nausée, le mal de dents, les vertèbres qui craquent, la conjonctivite, les ongles incarnés, la fièvre, les angines, la peur, l'insomnie, les coupures sur le pouce et l'index, la diarrhée et l'ennui. Tu crois qu'il va bientôt revenir? Jimbo ne me répond pas. Il boude, dans son coin, faisant mine de ne pas m'entendre. Hé, tu crois qu'il va bientôt revenir ou pas? Tu me fais la tête? Allez, s'il te plaît, arrête un peu, j'ai pas besoin de ça en ce moment. Je suis au fond du trou, là. Si on ne peut pas compter sur ses amis dans ces moments-là. Jimbo! C'est vrai que je t'ai mis un peu de côté ces dernières années, mais je savais que tu étais toujours dans les parages. Oh, c'est vrai que tu fais la tronche? C'est à cause de moi ou c'est parce que tu n'existes pas? Ou alors t'es jaloux? T'es jaloux parce que j'ai eu une amie, Claire. C'est ça? C'est à cause d'elle? Je penche la tête de côté pour voir sa frimousse, mais il pivote, suivant mon mouvement pour se soustraire à ma vue. J'aperçois le bout de son museau. Il n'a pas changé. Toujours le même corps de gerbille, comme dans les contes des premières années, quand Mamassim me faisait la lecture en me gratouillant le crâne. Ce n'est pas encore de la terreur qui coule dans mes veines, mais je la sens prête à filer tout droit jusque dans mon cœur. Et le réconfort, puisque Jimbo me snobe, encore une fois, c'est dans un roman que je le trouve. Laisse-moi te parler des Séquestrés de Frédéric Dard. Ce bouquin aux pages jaunies par le temps, j'ai dû le lire 4 fois. Il est relativement court comparé au pavé que je dévore avec une joie non feinte et non dissimulée. Je ne vais pas te révéler la fin, ne t'inquiète pas. Je respecte trop les mots pour ça. Il raconte l'histoire d'un homme, Savin Miresco, qui retient 2 femmes prisonnières dans la région niçoise. Nice est une grande ville du sud de la France sur la côte d'Azur. Tu connais peut-être, mais moi, bien sûr. Dis déjà, je peux t'interpeller à ce sujet. Ça te rappellerait pas quelque chose, cette histoire? Eh bien non, rien à voir avec mon cas. Dans Les Séquestrés, les 2 femmes sont sous le joug d'un monstre, mais elles ne sont pas enfermées, du moins physiquement. C'est un asservissement mental. Elles ont tellement été manipulées qu'elles n'ont même pas l'envie de fuir. Ce roman n'est pas le meilleur de Frédéric Dard, cet auteur grandiose, ô mon lecteur invisible adoré. Mais le thème qu'il aborde, tu t'en doutes, m'a profondément chamboulée. Et je me demande si moi aussi, même si ces 4 murs sont là, et bien là, je n'ai pas été un peu soumise moralement à Achille. J'essaie de réfléchir et une question me taraude. Si je l'avais voulu, aurais-je pu quitter le refuge? Fin. La solitude, ok, c'est un problème réglé, mais sans l'aide de ce bougonneur de Jimbo. Mais la fin, elle, j'ai beau l'ignorer insolemment, elle se rappelle à moi avec insistance. Et le dialogue qui s'installe entre nous, ponctué par mes suppliques et ces borborigmes tonitruants, ne mène nulle part. J'ai grignoté très vite le crouton de pain sec trouvé au pied de mon lit, près du mur, là où il était tombé. Et mes réserves sont vides. Et maintenant je gobe des mots. 3 jours se sont écoulés depuis l'agression d'Achille. Je ne sais toujours pas s'il est mort ou vivant. Aucun bruit n'émane de la ferme, aucun mouvement visible à travers la fenêtre. Il y a toujours eu des souris dans le refuge. À l'époque, Mamassim voulait poser des pièges, mais Achille refusait. Elles sont devenues des présences. Mais c'est bien la première fois que me vient à l'idée la hideuse question: quel goût ça a, une souris? Soif. J'avais de l'eau à 3 endroits dans le refuge. Dans la carafe amenée par Achille, la veille de sa dernière visite, carafe qu'il avait négligé de remporter avec lui, dans le fond du verre qui ne quitte jamais la tablette en chêne massif
et dans la bassine que j'utilise pour ma toilette. J'ai commencé par boire le liquide délicieux du verre, puis celui de la carafe, puis celui de la bassine. Au début, boire l'eau sale souillée de la crasse de mon propre corps m'a un peu dégoûté. Mais la soif, tu sais, ou non, tu ne sais pas, on ne badine pas avec elle. C'est une vertu que de se battre avec un adversaire plus fort que soi, une réaction des plus dignes. Mais quand le combat n'a aucune issue favorable pour toi, ben tu sais ce que tu fais, tu baisses la tête, tu courbes l'échine et tu admets ta défaite. Et tu bois. Mes migraines ne me lâchent plus. Mon ventre se tord et mes boyaux sont en feu. Je veux bouffer et je veux engloutir des océans. Ma langue gonfle et devient râpeuse. Ma gorge, elle accroche comme de la toile émerie. Oui, j'ai une idée. Sautiller sur place jusqu'à ce que je transpire, puis passer ma main sur mon front et la lécher. Oui, j'ai une idée. Je peux cracher dans le creux de ma main et boire ma salive. Oui, j'ai une idée, me couper les veines et boire mon sang. Et il y a des choses qui bougent dans la pièce. Là et là, tu vois. C'est dans l'ombre et ça sort, ça rampe. Là, ça rampe. Et il vient d'où ce grattement qui s'arrête dès que je tends l'oreille? Je peux peut-être manger mes draps. Et les cheveux, ça se boit. Voilà, j'arrête là. Alors, il y a des choses... Bon, on voit à la fin que elle en perd la tête de ce manque et notamment de la soif. Mais dans ce passage, il y a des mots qui sont très importants dans tout le roman. Le refuge, ça revient. La ferme. Puis il y en a un autre, je me souviens plus. Bon, Jimbo, c'est un personnage qu'elle a inventé, à qui elle parle, un petit objet animal qui voilà, qui est son ami. Mais bon, là, il ne répond plus. Voilà, je me rappelle plus. Il y a un troisième mot très important qui revient tout le temps dans le roman comme un leitmotiv et qui sont des choses importantes. Bon, j'espère que j'ai pas trop mal lu. Tu m'as pas choisi un passage facile, hein? Il y avait des passages plus faciles à lire que ça. C'était très bien lu. J'aime beaucoup quand j'entends des gens lire des passages de mes romans. Ça m'est arrivé de temps en temps et j'aime beaucoup ça. C'est intéressant. Parce que quand on écrit, c'est bien, on a un rythme particulier en tête, mais quand il y a un lecteur qui, lui, justement, n'est pas dans la dynamique qu'on a souhaité forcément dès le début, on découvre le texte d'une autre manière. C'est très agréable. Oui, c'est vrai. Et moi, ce que j'aime quand je vais revoir là, c'est voir le visage, tes expressions pendant que je lisais. Et alors, quand on lit pour soi, quand j'ai lu ton roman, j'avais pas forcément le ton que j'ai eu là dans ma tête, parce que quand on lit à voix haute, on a encore un autre ton parce qu'on s'adresse en fait à des gens qui écoutent, quoi. Donc voilà. Donc non, c'est bien. Alors, est-ce qu'on va passer à la partie un peu éditoriale? Est-ce que tu as... alors, je te pose la question comme ça, à tout hasard, j'en sais rien du tout. Est-ce que tu as reçu des propositions de la part d'éditeurs traditionnels, toi? Ou jamais encore? Alors, tu parles pour un roman particulier ou d'une manière générale? Non, de tout ce que tu... Enfin, voilà, dans ta vie, quoi. Essaye de parler un peu plus fort, j'ai peur qu'on entende mal. Alors, moi, j'ai 40 ans et j'écris depuis plus de 25 ans. J'ai commencé à écrire quand j'étais gamin, vraiment. Et à l'époque, j'avais envoyé quelques exemplaires de mes manuscrits, donc on est dans les années 90, hein, fin des années 80, début des années 90. J'avais envoyé quelques exemplaires de manuscrits à des maisons d'édition qui ne m'avaient jamais répondu. Et je pense que j'ai eu, à ce moment-là, un blocage psychologique. Même si à l'époque ce que je proposais n'était probablement pas terrible, il méritait justement ne méritait pas d'avoir un aboutissement dans une maison d'édition. Mais donc j'ai dû avoir une sorte de blocage psychologique et j'ai toujours continué d'écrire. J'ai des dizaines et des dizaines de romans dans mes tiroirs, mais je ne les ai plus jamais envoyés à des maisons d'édition. Voilà. Donc il y a à peu près 1 an et demi, quand j'ai découvert l'auto-édition, j'avais un manuscrit qui me semblait vraiment tenir la route, c'était Chaos, le premier roman que j'ai publié en auto-édition. Et lui, je l'ai envoyé à 2-3 maisons qui m'ont dit que j'aurais une réponse sous 12 mois, souvent. Je trouve que moi, dans les 12 mois qui ont suivi, j'avais écrit et publié en auto-édition 4 romans. Voilà.
alors que j'avais toujours pas eu de réponse pour KO. Bravo. Au moment où je te parle, ça fait donc 1 an et demi que je suis en auto-édition, j'ai toujours pas eu de réponse pour KO. Donc je n'envoie plus de manuscrits aux maisons d'édition et je me dis que s'il y en a une qui est intéressée, ben, elle me contactera, puisque ben, voilà, j'ai pas assez de temps et d'énergie pour écrire comme je le souhaiterais, donc je ne vais pas en gaspiller. C'est un très bon, c'est très positif comme ta réaction, c'est très bien pour ta santé mentale déjà et puis pour le bonheur pur. Et surtout, ainsi, il y a des tas de lecteurs qui ont été certainement enchantés de te découvrir, de te lire. Et donc voilà, tu as fait un beau cadeau aux lecteurs. Et tant pis pour les éditeurs, mais il y en a peut-être un jour, très certainement, et certainement plutôt qu'on croit, qui va te contacter parce que tes romans finiront par être. Bah, rien qu'avec le prix des plumes francophones, je pense que tu as certainement attiré l'attention de certains éditeurs qui, pour l'instant, ne se prononcent peut-être pas encore parce que tes romans sont particuliers aussi. Ah oui, ben oui, justement. Donc voilà, eh oui. C'est comme ça. Ils sont un peu frileux par moments, ils sont un peu frileux, mais bon. Alors justement, dans l'auto-édition, c'est quoi tes belles surprises? Tu veux dire parmi les lectures que j'ai pu faire? Non, 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 dans ta vie d'auto-édité. Ah, c'est tout simple, mais juste le fait. Alors, j'ai toujours écrit, comme je te disais, mais pendant plus de 15 ans, pendant 20 ans, on va dire, j'écrivais pour moi. Bon. Un écrivain, un lecteur. C'est pas forcément l'équation idéale. Là, juste le fait d'avoir des retours de lecteurs, c'est quelque chose qui fait du bien. Alors, je ne sais pas comment on va le traduire par des mots, hein, ça se passe là-dedans, mais c'est un bonheur incroyable juste d'avoir des courriels, quelques messages de gens qui disent j'ai passé un moment très agréable. Jamais je me serais attendu à en vendre autant et à avoir autant de retours, évidemment. Euh, donc voilà, c'est une joie incommensurable. Oui, Parce que, oui. déjà, c'est tout bête. Moi, je considère qu'un roman, il existe à partir du moment où tu l'as écrit. Mais à partir du moment où tu le mets à la disposition du public, ça prend une espèce d'essor incroyable et puis ça dépasse un peu toutes mes attentes. Donc, je suis ravi. Hein. Quand j'ai lancé KO en auto-édition, je m'étais dit que si j'en vendais 10, je serais déjà le plus heureux du monde. Bon, là, ça commence à pas mal se vendre, à se compter en des milliers. Donc, je suis aux anges. Voilà, je suis ravi. C'est génial, c'est génial. Ben voilà. Je crois que tu as bien résumé, hein, le plus grand des bonheurs, c'est effectivement d'être lu par le. Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce que tu nous concoctes en ce moment? Alors, j'ai plusieurs, j'ai pas mal d'idées là de romans parce que la page blanche, moi, j'ai jamais eu. Moi, j'ai plutôt l'inverse. Hein. J'ai pas assez de temps pour écrire tout ce que j'ai dans la tronche là, dans la caboche. J'ai 3-4 histoires là qui me plaisent beaucoup, donc je suis en train d'en finir une. J'ai pas beaucoup de temps en ce moment, malheureusement. Voilà, entre le boulot, pas mal de petites choses perso, j'ai très peu de temps. C'est la première fois que ça m'arrive depuis 2 ans d'avoir aussi peu de temps pour écrire. Mais là, je suis sur un roman, je pense que je l'aurai fini d'ici un mois. Il me faut un mois pour le relire, pour le corriger, un mois et demi. Donc février, je devrais pouvoir lancer un nouveau. Je peux donner le titre en avant-première. Ça s'appellera Ceux qui ne renonçaient pas. Ah, Et je sais pas encore hein, si c'est une sorte de mélange de 2-3 de mes anciens romans. C'est en train de prendre forme. Là, il y a encore des petites choses qui vont s'affiner. C'est plutôt dans l'esprit d'Élise, on va dire. Pas du tout la même histoire. Rien à non, mais on entend au titre, c'est des gens qui tiennent. Ça, voilà. Ce que je disais tout à l'heure, j'avais un personnage qui Le était courage. très courageux et qui avait une soif de vivre au-delà de tout. Je suis un peu dans la même verve là, avec voilà, deux personnages qui vont se croiser, s'entrecroiser, se recroiser. Des schémas qui vont bifurquer, ils vont se retrouver, et puis malgré toutes les embûches qu'ils vont trouver face à eux, ils vont toujours tenir bon. Voilà, donc ça prend bien, je suis plutôt content. Je le publierai celui-ci, je pense, parce que depuis 1 an et demi, j'en ai écrit aussi qui ne me plaisait pas, que j'ai pas publié. Lui, je pense qu'il va tenir la route. Donc voilà, Bon. on va laisser finir un peu. Voilà. Bon, bah écoute, je crois que c'est un bon petit scoop là qu'on a et je pense que tes lecteurs vont être très intéressés. Et donc, alors, je vais terminer parce on a dépassé. Je vais terminer en te posant une question rituelle qui est est-ce que tu voudrais, c'est toi qui décides, hein, est-ce que tu voudrais donner un truc, un secret d'écrivain ou un conseil à un jeune auteur? Qu'est-ce que tu.
Ah, oulala. Alors ça aussi c'est dur parce que donner des conseils, il faut être très sûr de soi, ce qui n'est pas mon cas. Euh, on peut très vite devenir un peu pédant ou prétentieux. Donc non, juste euh, sur l'acte d'écrire, la seule chose que je Non, mais pourrais ça dire, peut être un truc à toi, ça peut être un secret que tu... Voilà. oh, j'ai pas trop de secrets moi, juste, enfin si j'ai plein de secrets, mais non, non, juste ce que je peux dire un peu, c'est plus ma philosophie, si tu veux, Oui. mon état d'esprit par rapport à l'écriture, à l'acte d'écriture. Ceux qui aiment écrire le savent. Je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire au bien-être psychologique et physique des gens qui aiment écrire. Voilà. Si tu aimes écrire, si tu as besoin d'écrire et que tu ne le fais pas, tu as un manque, tu as un truc il y a un trou en fait encore. Voilà. Donc ça, écrire, ça permet de le combler. Donc même si c'est pas un conseil, les gens font ce qu'ils veulent, mais même si vous n'avez aucun espoir d'être édité, même si vous doutez de ce que vous écrivez, même si quand vous relisez, vous trouvez que vous avez été plutôt mauvais sur certaines phases, sur le portrait des personnages, sur les histoires, écrivez quand même, parce qu'on arrive à s'améliorer tout le temps. Ben, moi j'écris depuis 25 ans, à chaque roman je trouve un petit truc que je n'avais pas fait la fois d'avant, donc je pense qu'on s'améliore tout le temps. Et écrire, c'est une joie, c'est une finalité déjà d'écrire. Voilà. On parlait tout à l'heure du fait d'être publié ou pas. Moi, je suis persuadé que juste d'écrire, c'est déjà une finalité. C'est déjà quelque chose qui compte. Voilà. Donc, que les gens qui aiment écrire, écrivent. Oh, très joli. On dirait une phrase, une parabole que les gens qui aiment écrire écrivent. Bon, bah écoute, on arrive au bout du... Lucas, je suis très 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 content d'avoir discuté avec toi. Pour moi, c'est trop court, mais bon, on est obligé de couper. Alors, je te Oui, on a remercie. 8 fois une demi-heure. 8 fois une demi-heure, on est à la première. On aura 7 épisodes encore, Alice. Oui, voilà. Oh, ben, ça reviendra certainement, j'espère, j'espère. Ouais. Bon, en attendant, j'espère que cette première demi-heure, elle va plaire à tes lecteurs. J'en suis persuadée. Ils vont découvrir un peu de toi. Essaye de la mettre sur ta page auteur Amazon parce que c'est vrai que quand on va sur cette page en tant que lecteur, on aime bien découvrir des choses sur les auteurs et bon, des petits bouts de toi. Je peux pas te dire techniquement comment il faut faire, hein, mais bon, tu trouveras ça. Et puis, bon, ben écoute, je te remercie parce que voilà, tu étais très naturel. Bon, mais comme toujours, les auteurs que j'invite, vraiment, j'apprécie vraiment ce naturel, cette simplicité à parler de votre culture et puis à vous donner avec générosité aux gens. Merci, Lucas. Merci, Alice. Merci beaucoup. À bientôt. Salut. À très bientôt. Salut. Bye bye.